comment ça s'est passé que vous êtes ici avec cette école Je ne savais rien de l'école. J'étais curieux de voir Grado. Parce que j'avais été il y a bien d'années à Aquileia, c'est très beau. Alors je savais que le Grado était beau. Je ne savais pas que c'était complètement touristique comme ça. Bon, c'est aussi la saison. Et alors c'était pour voir l'endroit. Je ne sais rien de l'école. Grazie. Prego. Grazie. Sì. Lo mette sul 202? 202. Qu'est-ce que vous avez? N'a pas sa choc. Ah, eau de vie. C'est bon. C'est super bon, mais c'est fort. Hein. Les verres sont beaux. Je sais pas pourquoi je veux toujours parler des choses profanes, mais qu'est-ce que normalement, ok, vous mangez pour le petit déjeuner? Non, c'est vrai ou pas? Non. C'est pas pour parler du fried egg, but c'est vrai? Non. Ça dépend. En été, pourquoi tu veux savoir ça? Qu'est-ce que tu manges là pour le petit déjeuner? Ça dépend de saison. Non, mais moi, je fais des gâteaux du fromage blanc, cottage cheese. Tu prépares toi? Oui, oui. Et j'adore ça. Ce sont des gâteaux du cottage cheese, mais avec des petits raisins ou des choses comme ça. Du café, oui, qu'est-ce que Café, absolument. Mon café préféré les derniers 3 mois, c'est le café turc. Tu crois? Je fais... Oui, oui, oui. Ça, c'est... Parce que quand c'était à Paris, c'est toujours avec un petit machine Nespresso. C'est un culte. Là, tu fais un petit café... je suis italien. Oui, oui, oui. Un petit espresso ou mocha, je sais pas quoi. Mais là, j'ai trouvé cette manière turquoise de faire le café. Et ça, c'est dense. Il y a des choses... et après, je bois le café, je regarde les Tu fais de la divination. voilà. Et c'est comme... 202 giusto? Vedo solo una firma. Grazie mille, grazie. Donc oui, je fais des divinations, mais ça presque pas... c'est pas... Comment dire? Mais je vois les choses, en fait. Je vois les choses, mais les choses assez bizarres. Donc, c'est juste une petite plaisanterie du matin. Mais ça ouvre la journée, en fait. Et vous, le café? C'est normal, je prends... C'est qu'en Italie, on appelle un cappuccino. Cappuccino. Yeah. Bah, mais vous faites le cappuccino vous-même avec le lait À la maison, mais là, j'aime beaucoup sortir le matin, là, à Venise. S'il fait beau, je me lève, je sors. Et vous vivez à Venise, là? Maintenant, mais c'est non, je ne pars parce que je suis entre Venise et Rome. Mais là, Comment vous trouvez ça? Ça a l'air un peu sombre, non? Avec de l'eau qui est toujours là. Vous savez que quand Joseph... tu étais à Venise? Oui, oui. Il ne faut pas venir maintenant, il y a le tourisme terrible. Mais à J'étais en partir février. d'octobre jusqu'à mai, c'est très bien. Si on habite, c'est très bien, on évite les touristes. Il n'y a pas de voitures. Oui, ça c'est une ville sans voiture, c'est incroyable. Ouais. Marcher la nuit à Venise, c'est une beauté. Oui,
vous savez peut-être que Joseph Brodsky, c'est un poète russe. Oui. Il vécut à Venise. Il a écrit même un texte qui s'appelle Fondamenta degli Incurabili, qui est fondamenta, c'est-à-dire une rivière. Oui, oui. Lui, il habitait pas loin de... Oui, oui, oui. Набережная неисцелимых. Really? Je l'ai connu. In Venise? J'ai connu Brodsky le moment où il est sorti de Russie. Ah. Comment ça? Parce que, par hasard, moi j'avais lu une traduction française de ses poèmes, quand il n'était pas célèbre du tout. Alors il est sorti de Russie et je ne sais pas à quel moment, après, il est venu à Rome. Il est passé par Rome, une année après, 2 ans après, je ne sais pas. Mais disons, il n'était pas encore prix Nobel. Et là, par des amis comme moi j'avais beaucoup d'amis dans le milieu des écrivains, et lui, donc, il avait connu. Donc, je l'ai connu ce moment-là. Et même comme il était pauvre à l'époque, j'avais un petit studio où j'allais écrire, tout petit, mais je lui ai prêté ça pendant une semaine, et il était là. Oh. Mais c'était quelqu'un de très sympathique, mais méchant, un des hommes les plus méchants que j'ai connus. Égoïste? Je ne sais pas si lui c'est méchant. Méchant. C'est-à-dire, Contre l'humanité? Au je sais contre... pas, bon, par exemple, même en poésie, la chose qu'il aurait dit, aujourd'hui j'ai écrit un poème et j'ai liquidé Montale, qui est un poète italien. Ou bien j'ai détruit tel poète. Ah, c'était une poésie contre. C'est-à-dire, le passé, il détruisait. Donc Négatif. c'était une espèce d'hostilité, de guerre. Pas d'hostilité. Il était en guerre. Et il était méchant, par exemple. Et qu'est-ce que vous Il pensez? avait, à un certain moment, il était traduit en allemand par un très bon écrivain suisse, très sympathique. Lui, les traitait d'une façon horrible, il disait des choses horribles. Et ce type-là, par contre, faisait tout ce qu'il pouvait. C'était un poète, lui-même. Il disait des méchancetés sur les femmes terribles. C'était quelqu'un qui adorait les femmes, mais disait des méchancetés. Je n'ai jamais entendu des choses aussi terribles sur les femmes. Et pourtant, c'était quelqu'un qui vraiment adorait les femmes. Oui, oui. Donc, c'était quelqu'un de contradictoire. Très conscient. Oui. Et puis, c'est quelqu'un qui vraiment a voulu avoir des nouvelles. Non, ça ne veut rien dire. Oui, oui. Ça, C'est c'était comme, très sympathique si on lui parlait. Bon, en plus, c'était bon écrivain. c'est comme on dit à propos Bulgakov, qui était en fait un homme très méchant. Bulgakov. Bulgakov, c'est... Il a un côté, je crois, des canailleries russes. Non, ça existe. Alors, je ne sais pas, parce que je vois dans la littérature. Oui. On voit chez Gogol, chez Dostoïevski, il y a une espèce de canaille russe. Et Brodsky avait un peu cet aspect. C'est-à-dire, type merveilleux, très cultivé, avec un côté canaille. Bah peut-être, c'est une, en fait, peut-être, je peux supposer qu'en fait, c'est une projection du malheur qu'ils ont subi. Ouais, c'est tant de malheur en fait. Mais presque tous les écrivains et tous les artistes russes, c'est comme un destin presque défini de jour de la création du monde, que tous les écrivains russes doivent souffrir. C'est comme un peu une... Mais est-ce que ça c'est propre aux écrivains russes? En majorité, oui. Sauf Turgenev, Turgenev et Lieskov, ils étaient très... Oui, ils étaient très célébrés, très, comment dire, très... Non, ils n'étaient pas sombres, c'était des caractères... Bah oui, parce que trop de nature, quand tu parles de la nature, tu ne peux pas être trop méchant. C'est une prose... Turgenev, il parle pas que de la nature, mais des choses sentimentales. Oui, il est pas, mais il est vrai qu'il n'est pas porteur ou peut-être de la douleur. ou les... Lieskov, c'était un très bon écrivain.
Oui, et magicien, comment dire, réalisme magique, je veux dire. Mais du côté russe, oui. Mais oui, Brodsky, ce que me rappelait de Brodsky, c'est qu'en fait, il a dit qu'à Venise, parce qu'il a vécu à Venise pendant, je ne sais pas, 10 ans. Il était à Venise avec une femme vénitienne, qui était venue. À l'époque, je ne les voyais pas parce que je n'étais pas encore à Venise. Moi, je suis arrivé à Venise quand lui était parti. Il est resté beaucoup. Oui. Mais, il a dit en fait qu'il a adoré l'idée d'être dans mais il a utilisé un terme assez spécial en russe qui dit petit le. Petit O. Petit E. Vodka. Non, vadichka. Vadichka. Which is, Oui, non. mais non. Non. Ça, du point de vue de syntaxe, oui. Le morphème K, ça ajoute le petit, le notion de petit. Mais en tant que mot, ça veut dire vodka comme boisson. Grammaticalement, ça. Oui, grammatiquement, oui. Mais il y a aussi un mot qui forme grammatiquement en forme de petite et aussi en langue parlante c'est aussi un O petit. Mais ça sent tellement mignon, Vadichka. C'est un petit O, mais un peu du côté un peu méprisant. Quand l'eau était présente partout dans Venise, mais en disant le petit O, oui, c'est comme s'il y en avait peu aussi. Oui, comme si c'était si négligent, comme si C'est quelque chose à négliger, quelque chose à mépriser. Donc peut-être ça voilà, c'est peut-être ce côté de mépriser des choses un peu, peut-être pour pouvoir les minimiser, pour pouvoir les parler, peut-être pour pouvoir les subir. Il faut aussi dire, et ce qu'il m'avait dit, mais c'était vrai parce qu'il est mort de ça, il avait une maladie au cœur. Oui. Et il savait ça, donc il savait qu'il n'allait pas vivre longtemps. Au moins ce qu'il disait, mais après c'est vrai. Est-ce que le fait de savoir le jour de mourir, le temps de mourir, fait une personne méchante? Ça dépend. Il y a quelqu'un qui devient plus bon. Mais on peut prendre l'exemple de Chalamov, qui lui était dans une situation où... Ochikov, qui savait en fait qu'il va mourir. Il était médecin. Ochikov était dans deux cas de figure très différents, mais Chalamov, qui était en train de vivre pendant des années dans des conditions les plus dures qu'on puisse imaginer, a une sorte de poésie et de joie, de beauté. De beauté, mais qui est porteuse de joie, qui sort de ce texte, qui est Chalamov, Varnam Chalamov, Il décrit en fait les récits de Colima, c'est son livre. Pour ma part, c'est un des écrivains que j'admire le plus, parce que à travers le texte qui est assez minimal et très, on peut dire sec, qui est un texte qui tente d'objectiver et qui tente de documenter, on va dire. Et il y a une poésie qui ressort qui est d'une force absolument incroyable. En fait, j'ai une petite question. Juste en pensant de cette méchanceté, mais si on parle de Pasolini, par exemple, parce que j'ai vu il y a quelques semaines, il y avait un film qui est apparu récemment, qui est un film biographique. Et
C'est un film qui montre le dernier jour de Pasolini, quand il était tué. C'est une version des choses, pas que. Et, euh, et en fait, oui, j'aime bien Pasolini, mais en fait, je crois qu'il faut. On ne peut pas dire aimer ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait, les films qu'il a fait, à part son métier, ils sont assez brutaux, assez Il y en a quelques-unes qui sont pas brutales et d'autres qui sont très brutales. très brutales, oui, qui montrent en fait l'agressivité et tout ce qui est méchant dans le monde, mais méchant, pas méchant, mais evil, le pur evil. Mais moi, j'ai l'impression que personnellement, Pasolini n'était pas méchant du tout. Peut-être même au contraire, était très pur. Ça veut dire que le sujet de quel un auteur parle, ou je ne sais pas, de telle ou telle manière, ce n'est pas toujours le miroir de sa personnalité. Parce que dans le cas de Pasolini, je ne sais pas si vous peut-être vous le connaissez personnellement ou vous êtes amis. Pas un ami, mais je le connaissais. Et peut-être vous le connaissez mieux, mais j'ai une impression. Il n'était pas méchant. Mais il y a une sorte... Hier, superficiellement, il était même très doux, très gentil. Superficiellement. Après, dans ses rapports sexuels, là, il était peut-être il est vers le masochisme, le sadisme. Mais c'est aussi une chose qui n'a rien à voir avec la méchanceté interne, ouais. Et ça n'a rien à voir aussi avec le sujet. Mais comment ça s'est passé que vous avez ce rôle de sang? Justement parce que moi j'étais très jeune à l'époque, et j'étais très ami d'une femme, d'une écrivain italienne, très bonne, très célèbre, qui s'appelle Elsa Morante, qui était vraiment une amie intime de notre femme, donc elle se voyait tout le temps. Et moi, ces temps-là, je voyais cette femme presque tous les jours. Tant que je suis allé au restaurant le soir, et à un certain moment, Pasolini apparaissait toujours. Et donc, quand il s'est mis donc à... Il n'y a pas d'acteur professionnel dans la régie, c'est uniquement des gens comme ça. Il les a choisis la moitié parmi des intellectuels qu'il connaissait. Il y a beaucoup d'écrivains qui sont là, pas comme nous. Les apôtres, c'est une moitié des écrivains. Des gens comme moi, aussi des moins jeunes, il y a un poète jeune intellectuel. Et l'autre moitié, c'était le contraire, c'était vraiment des paysans, des bergers. Et donc, en effet, quand on était là ensemble, ça a été très vite. Lui, il tournait très très vite. Il répétait jamais une scène. Ça, c'est très beau. La scène, voilà, faites la scène, c'est bon. On faisait ce qu'on voulait. On ne disait pas, tu dois faire ça, tu dois faire comme beaucoup de metteurs en scène 10 fois pour que ce soit non, c'est bon. Donc ça a duré, parce qu'on était toujours ensemble, c'était plus que moi. Et donc on était 12 apôtres, moitié intellectuels et moitié complètement les contraires, c'était très étrange. Mais juste, il est venu vous voir et vous dire... il y a un rôle de... Donc il me connaissait, donc il a choisi ça, c'est comme il a choisi d'autres. Vous avez un décalage d'âge de combien? Il était plus âgé que vous? Si. Moi j'avais 23 ans. Et lui, il était 35, j'imagine. 50. Ah, vraiment? À l'époque de Saint-Mé. Et comment c'était, vous avez été exposé à la caméra et tout ça Je dis, comme il tournait si vite, ce n'était pas désagréable. Ce qui était désagréable, c'est le temps mort qu'il y a dans un set. C'est-à-dire, on arrive à 8h30, l'électricien n'est pas là, on faut préparer un show, alors il faut attendre. Ça, Production. Je m'ennuyais énormément. En effet, je m'étais tellement ennuyé que quelques mois après,
John Huston a tourné la Bible en Italie. Et comme il avait vu, il m'avait vu. Et Toi, apôtre. non, il m'a proposé pour la Bible, donc je devais être, on m'avait proposé les rôles d'un des 3 fils de Noé. Je ne sais pas si vous savez, Noé a 3 fils, Japhet. Moi, je devais être Japhet. Non, je n'ai pas vu Houston, j'ai vu son agent. C'est un bon fils. C'est un Bon fils. Oui. Non, fils, parce que... si, oui, Japhet. était un... L'histoire de Noé est très belle, Ouais, parce qu'il y a cette scène de la Avec nudité. Il est ivre, il est nu, Oui. et alors Et Cam. Cam arrive, il les regarde. Vous savez qu'en russe, il y a un mot Cam qui veut dire quelqu'un qui fait des... Ham, как сказать? Ah, Ram. Quelqu'un qui est très grossier en fait. Qui était Grossier. Bon, mais Cam, en effet, il est un peu grossier parce que je regarde Ouais, la ouais. nudité, les autres, Japhet Sim. et Sim. ils arrivent en marchant pour ne pas regarder, Parce qu'ils sont... Ouais. marchant dans les épaules, les Ouais. coudes. Ouais. Donc moi, je devais être Japhet. Donc l'agent m'a dit, alors on vous propose cette rôle. Et moi j'avais tellement pris envie de le faire que j'ai demandé un prix absurde. comme si j'étais grand acteur. Je me rappelle encore, je dis, oui, je l'ai fait, mais je vais... Le type m'a regardé, il a pensé que j'étais fou, il m'a même pas répondu. Et voilà, si j'avais accepté, maintenant je serais à Hollywood. Ouais. Au lieu d'être à Grado. Mais la question, c'est si vous voulez. Parce que c'était toute une carrière. La Bible. Oui. et après- Qu'est-ce qu'on peut être après, oui. Le saveur du monde. Mais vous voudriez... Как сказать, vous бы хотели? Vous aurez voulu. Conditionnel... Vous aurez voulu être star de cinéma? Non, en plus, je pouvais, parce que je ne sais jamais, c'était une offre de job. Oui, c'est... C'était pas comme Pasolini qui était des choses. Mais comment est-ce que cette expérience a une place Dans votre vie, oui. par rapport à l'écriture et par rapport Ou c'est au juste, reste ou c'est Ou c'est juste un passage Par comme rapport ça? à l'écriture, je ne sais pas, dans ma vie un peu oui, parce que c'était quand même un moment dont je parle, c'était quelqu'un quand même. Moi à l'époque, je n'ai pas tellement. Parce que bon, Pierpaolo est un écrivain. Pasolini, c'était d'abord un écrivain, peut-être que vous avez jamais lu, un poète et un écrivain. Et comme poète et un écrivain, il était très célèbre. Avant d'être vraiment célèbre à cause des films, c'était quand même très connu en Italie. Et moi, je n'aimais pas tellement ce qu'il faisait. Et après, par contre, j'aimais les films. Moi, j'aime plus les films que les livres. Certains films. De lui. Ok. Pas tous. Certains films, je les aimais. Surtout cette façon qu'il avait de tourner si simple. Donc on a cette impression un peu étrange. C'est le contraire de la chose maniérée. Donc oui, c'était pas pour l'écriture. Et une question peut-être, je sais pas, un peu inappropriée, comment ça se dit, не тактичный. Oui. Dites-le en russe. Не тактичный. Oui, par rapport en fait à sa mort, hein, parce que dans ce film que j'ai vu, la version était qu'il était tué, et c'est ça. Il était tué, mais non, il y a des gens qui disent on avait organisé ça. Ouais. Beaucoup de gens disent ça. C'est pas sûr. C'est vrai que les types qu'il a tués, qui étaient condamnés, une fois qu'il est sorti de prison, lui aussi il a dit non, ce que j'ai dit c'est faux. En effet, c'était comme il y avait d'autres gens avec moi. Tu vois, c'est compliqué. Il a rendu une autre histoire qui pourrait penser que c'était parce qu'il a dit c'est pas vrai, c'était pas moi, C'est une bande, ouais. Mais c'est pas clair parce que c'est aussi vrai que bon, c'est une genre de choses qui arrivent. On
homosexuels qui font ces choses d'aller chercher des jeunes gens prolétaires, tout ça, ça peut arriver que tu trouves quelqu'un. Mais c'est possible. Parce qu'il était... Lui, moi je l'ai vu la dernière fois, parce que, bon, après ces moments-là, je les voyais souvent, mais pas à cause de lui, mais à cause de Semblanze, mais je les voyais souvent. Je ne l'ai pas vu tellement après les films, mais je l'ai rencontré pas beaucoup avant Saint-Louis, disons une année avant Saint-Louis, quelque chose comme ça. Et ça m'a beaucoup frappé parce que c'était une soirée où, comme on faisait à l'époque, on commençait à discuter, mais dans quelle ville il faudrait vivre. C'était le moment où on commençait déjà un certain malaise. Maintenant, c'est normal. Vous étiez à Rome. J'étais à Rome. Et avant, j'étais très bien à Rome, mais ça commençait déjà, une espèce de malaise. Alors, on discutait, mais dans quelle ville il fallait vivre? Est-ce qu'il faudrait aller là? Non, là, à Paris, non. Et alors, Pasolini, il s'est arrivé, il s'est accroché, il a entendu ça, et il a dit « Tout est horrible ». Il était désespéré. Tout est horrible. Pas discuter quelle ville, ça, Paris, New York, Naples, Rome, Il donne cette impression d'être absolument... Ouais. Mais c'est ça, c'est ça la chose qui échappe complètement, parce que dans ces films, et c'est à la fois sublime et horrible, en fait. Et que le sublime et le horrible, ils vont dans une... Il existe dans une sorte de jonction inséparable. Je sais pas, tu понимаешь, что я хочу сказать? Да, oui. Mais qu'on... Ce qui m'intéressait le plus, c'est que comment ça se passe, où les gens juste se mêlent dans les circonstances, comme par exemple, comment ça se passe où les gens juste se mêlent, je veux dire, dans les situations où Pasolini juste propose de faire une partie d'un film, et tout ça se passe à côté d'une ligne officielle de comment ça doit se passer. Parce qu'il y a une certaine idée de... Si je veux me filmer dans un film, je dois, je sais pas, faire des cours casting, de casting, dramaturgie. Non, lui, c'était pas comme ça. C'était toujours des gens qui n'étaient pas professionnels. Non, parfois, il a fait des gens connus, mais là, dans les magazines, c'était tous des gens qui n'avaient jamais fait de film. Et pourquoi vous faites... Jésus-Christ, c'était un jeune garçon catalan, avec qui il est sorti. Il l'avait rencontré par hasard. C'était des gens qu'il avait rencontrés. C'était pas des castings. Giorgio, fais quelque chose. J'imagine le casting de... Surtout, comme on n'était pas professionnel, ça m'arrivait. Dans les films, on me voit moins dans les films qu'on voit que, par exemple, dans la première copie qu'on avait fait. Pourquoi? Parce que justement, comme on n'était pas professionnel, à certains moments, alors on était là et il y avait, c'était une scène où les apôtres étaient là et du coup, les soldats arrivaient du haut, nous chargeaient, nous attaquaient. Et ils avaient pris là aussi c'était jamais des blagues, ils avaient pris des comparses, comme on dit, c'était des tziganes déjà. Et on lui avait dit, allez là, ce gens, et vous devez leur taper. Alors nous, on était là, on ne savait pas, parce qu'on ne nous expliquait pas aussi. On savait qu'il y avait cette scène, on devait être là et qu'on serait attaqué par les soldats. Ça, on le savait, mais on ne savait pas comment. Alors on est là tranquillement, et certainement commencent des cris atroces, et on voit des fous, une bande de fous avec des épées qui arrivent sur nous, plongent sur nous en criant. Moi, ça me fait rire. Ça m'a fait rire, parce que c'était absurde. Une bande de tziganes habillés en ancien romain qui arrivent et qui donnent vraiment, frappent vraiment et qui disent des absurdités. Alors j'ai ri. Alors je me rappelle, on a projeté la première copie et il y avait l'opérateur. Je sais pas comment dire. L'opérateur, oui. C'était quelqu'un de très important. Pasolini travaillait toujours, il a fait tous ses films
avec ce type-là qui s'appelle Dellicoli. Et c'est pour ça, ils entendaient tellement bien, ils avaient tellement confiance, que donc ils mettaient la scène et puis Dellicoli faisait la prise et c'était toujours bon. Mais Dellicoli, il a vu que je riais. Il s'est approché et dit « Ah, mais comment tu as ri là, tu as abîmé toute la scène. » Mais ça, c'est pas vrai, personne ne l'aurait vu, mais lui, l'a vu. C'est ça l'école. C'était une confusion énorme. Donc vous me voyez que je faisais... Au lieu de voir l'expression comme ça, vraiment, j'étais... Donc on a coupé toute cette partie. Par émission. Les tziganes. C'était des choses aussi assez amusantes parce que en plus on tournait une partie. Jérusalem, c'est une ville du sud de l'Italie qui s'appelle Matera. Il y a une chose merveilleuse à l'époque encore intacte, ça s'appelle Issas. Je ne sais pas si vous avez vu les films. Si, Dans le film. Alors c'était des gens qui habitaient dans des gros, c'était un énorme rocher qui était une partie de la ville et une partie, beaucoup de gens vivaient dans des maisons creusées dans la rocher. Donc, c'était très beau, vous voyez ces rochers. Donc on était là, mais donc là aussi, après ils prenaient des gens pour faire la foule. On leur expliquer ce qu'ils devaient dire. C'est toujours à mourir de rire aussi, parce qu'ils devaient dire Hosanna, Jésus, fils de David. Et ces gens disaient Susanne, c'est un nom de femme, Susanne, Jésus, Susanne. Et là, c'était difficile de les parier. Si, je me rappelle ce moment du film où il dit cette phrase. Encore une question. Au-delà de la question. Est-ce que c'est approprié de boire un café à cette heure-ci ou c'est... Moi, non. Parce que ça m'empêche de dormir. Ça peut empêcher de dormir. Il y a des gens qui dorment très bien avec les cafés. Moi, je ne peux pas. Go for it. Кофе ты будешь кофе? Ну, если ты решишься на это, я с удовольствием небольшой эспрессо, да. Небольшой эспрессо. Небольшой, но только очень маленький. C'est pas bon de prendre un café maintenant. C'est pas bon? We come from Norway. Là-bas, ça fait juste plusieurs jours qu'on n'a pas vu de bon café. Demain matin. Mais je ne veux pas demander à Signor Agamben la permission de boire un petit café. Je vous interdis de Non, mais mille de rien, il y a des choses peu de jours en Norvège, c'est vraiment extrêmement différent en termes de comment la vie se passe, en termes de comment on sent l'air sur sa peau en fait, parce que l'air est à la fois froid et chaud, parce qu'il n'a pas du tout la même texture, parce que l'eau n'a pas le même goût, donc du coup le café n'a pas le même goût, parce qu'ils ont le fromage mais il n'est pas du tout le même. Donc du coup, on a manqué les choses latines un peu. Vous avez une montre avec une chaîne, c'est très beau. Incroyable. Pas les montres. La chaîne. Ben oui, on a tellement manqué le café que là c'est le café italien. Mais c'est tellement piccolo. Piccolo, ne forte. Silni, non l'occhi.
Что, чип? Ну, буквально. Ah. It's good. Okay, where were we? Yes. And then you started to write. J'écrivais déjà. Ah. Mais comment ça se passe en fait vous écrivez depuis vous êtes petit ou ça... Si, peut-être. Sauf que voilà, le désir d'écrire, c'est un désir de possibilité. C'est un désir de Mais pourquoi pas la fiction? Pourquoi pas la fiction? Ben, c'est pareil. Non, mais quand j'étais tout jeune, j'écrivais de tout. Ah, Et maintenant? Et maintenant, c'est plus que la fiction. Pour moi, c'est comme des poèmes. Pas tellement de différence. C'est pas de la fiction. C'est plus parabole peut-être. Une sorte de... Parabole? Parabole? Parable. Parabole. Le verbe français parler, l'italien parlare, les langues latines qui disent parler, ça vient de parabolare. Parce que Christ parlait en parabole. Dans l'évangile, c'est écrit que Christ Parler parlait en en parabole. parabole. Parabolaire. Alors, de cela, on a fait parabolare. Et Et parabolare, c'est devenu parler, parlare en italien. Et en russe, c'est... Donc, on parle, говорить, Говорить. говор, comment on dit, говорить, говорить, говор. Голос, maybe, I don't know. Ça n'a rien à voir. Ça, non, non. C'est plus sanskrit, je crois. Le russe, ça ressemble parfois à sanskrit. Ouais. Oui, de façon assez directe, au point qu'on puisse reconnaître certains mots. Et en fait, je me demande si vraiment le какой угодно. Peu importe lequel changement est possible en Russie. Нет, возможен ли вообще какой-либо? Я не понимаю, что ты сказала. Окей. Oui, Возможен ли вообще какой-либо? Да. Что? Je me demande Est-ce possible que quelconque changement peut se passer en Russie de façon que ça change radicalement de ce qui se passe maintenant. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que l'état des choses qu'on a en Russie, c'est directement la projection de la langue en fait, et la logique de la langue. Et qui est la... ça donne des espoirs ou pas? Ça dépend de quel point de vue. Si on croit que la langue c'est la divinité, donc c'est l'espoir, bien sûr. Mais si on croit en civilisation ou à des notions de droit ou à des notions de la société, ça ne donne pas d'espoir. Je comprends pas pourquoi tu dis il n'y a pas de quelconque espoir à cause de la langue, parce que quoi? Parce que je crois que l'état des choses qu'on a en Russie, c'est purement la conséquence de la langue qu'on a, et que les choses ne peuvent pas être... Mais ça, c'est une règle générale. Si, c'est vrai dans un certain sens, partout.
Oui, Oui, c'est ça. oui. Mais justement, la question, c'est quelle est la langue russe, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? C'est l'être humain qui est déterminé Ouais, par voilà. le langage. Et, En effet, l'art de vivre, ce serait de trouver une certaine liberté par rapport à cette construction. voilà. Et c'est ça, changer des choses, ce n'est pas les changer littéralement, parce qu'il y a beaucoup d'efforts employés maintenant en Russie de la part de la jeunesse ou des gens qui sont voyagés un peu dans l'Europe occidentale, qui sont vus que, ok, ici, les gens ont formé une sorte de société des droits de l'homme, je sais pas, démocratique et tout ça. Si on transporte ce modèle ou des éléments de ce modèle en Russie, peut-être on va arriver à un certain résultat. Mais ça ne marche pas du tout. Et moi je crois que En plus, ce qu'on appelle démocratie maintenant en Europe, c'est quelque chose de détestable. voilà, donc tout est corrompu, tout est, comme on dit Pasolini, tout est horrible. Mais au sens où il me semble que de certains modèles, de certaines formes de vivre ne sont pas transportables du tout en Russie, justement parce que la langue et donc la manière de faire des choses est complètement différente. Pas complètement, mais Mais est-ce que tu peux spécifier en fait? Parce qu'il est clair que c'est différent, mais à quoi? C'est une longue conversation. Oui, c'est toujours une langue indo-européenne. Donc ça appartient à cette famille, mais c'est vrai que c'est surtout. Par exemple, la manière dont le futur se forme. Ou, Et puis c'est une langue qui a les aspects des verbes. C'est une langue qui est dans l'usage commun. L'impératif est permis de façon beaucoup plus large que dans toutes les autres langues, où l'impératif n'est pas une forme impolie, par exemple. Une forme impolie. Ou une forme, l'impératif, c'est quelque chose qui est utilisable. En russe. Et ça, on commence de s'en rendre compte une fois qu'on commence à maîtriser l'anglais ou quelconque autre langue, où passe-moi du sel, c'est mal poli. Alors qu'en Russie, c'est l'extrême du politesse. C'est... Vous savez, l'impératif, c'est une des formes verbales les plus mystérieuses pour les linguistes. On n'arrive pas à expliquer. Et d'après certains linguistes, ce serait la forme la plus ancienne de la forme originelle moderne. Ce qui est prouvé par le fait, par exemple, très curieux, qu'on s'adresse à Dieu à l'impératif. Donne-nous notre pain. On s'adresse aux dieux à l'impératif. C'est étrange, partout, dans toutes les langues. Aussi en grec, en latin. Ouais. C'est très étrange. ordonné. Dieu s'adresse à l'homme à l'impératif, mais l'homme s'adresse à... Mais parce que ça a un direct lien avec l'idée de potentialité. Parce que les potentialités se forment avec une intention, à mon sens. Avec une intention. Et l'intention, elle peut être formée en forme d'impératif. Parce que l'intention qui est « je voudrais que », ce n'est pas une intention. Mais définir la signification de l'impératif est très difficile parce que, par exemple, si je dis Anna est assise ou Anna marche, cela décrit une situation de fait qui peut être fausse ou vraie. L'impératif ne décrit pas une situation étant ni vrai ni faux. On ne peut pas dire cet impératif est faux. Mais sauf que... Parce qu'il n'y a rien qui correspond. Si je dis marche, ça veut dire que tu n'es pas en train de marcher, la seule chose qu'on peut dire, donc ça ne correspond pas à la réalité. Mais ça forme une potentialité, n'est-ce pas? Ça forme une potentialité. Pourquoi? C'est pas clair. Si, Peut-être que ça décrit votre volonté que je marche. parce que... Si,
La volonté, c'est une chose que... Mais du coup, mais cette volonté qui obtient, qui d'un coup obtient une forme, elle donne cette potentialité, parce qu'avant ceci, la La potentialité... volonté, comme disait Nietzsche, a été inventée pour expliquer l'impératif. Ah, C'est pas que la volonté préexistait, c'est d'abord pour expliquer l'impératif, on a dit, peut-être elle veut. Mais ça ne veut rien dire qu'il veut. Mais ça, c'est... Le verbe vouloir ne veut rien dire. On l'emploie tout le temps. Ou bien ça veut dire autre chose. Je désire un objet, mais ça, c'est pas vouloir. Le sens pur du mot, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux. Mais ça, par exemple... J'imagine l'état des choses où... qui sont préférables. Enfin, où les choses correspondent à mon concept de choses. À mon idée... Enfin, non, à mon idée des choses. Au plaisir. C'est pas nécessaire d'imaginer, puisque on peut dire je veux, ça rien imaginer. Non, mais pour vouloir, il faut imaginer l'objet Du souhait, parce que sinon on ne peut pas... Souvent, par exemple, ça peut être une chose qui précède, comme dans les mariages, on dit voulez-vous prendre cette femme? Oui, je veux. J'imagine pas, c'est pas nécessairement de l'imagination. Bah, on s'imagine dans ces cas-là l'idée de ce que... on s'imagine pas le mariage qu'on souhaite, mais on s'imagine l'idée du mariage. Et c'est l'idée qu'on souhaite plus que la chose. À mon avis, vouloir, c'est un verbe qu'il faudrait abolir. Parce que ça sert à expliquer, à contrôler la potentialité. Le vouloir, demain on en parlera justement de ça. Le vouloir a été inventé pour réduire et contrôler la puissance. Parce que on peut dire je peux, et puis je veux. C'est des choses très différentes. Et comment... Je veux... Mais quel est le verbe qui désignerait l'intention, qui est profondément différent de je veux? Vous parlez de vite que ça a fait des tas de choses pour éliminer l'idée d'intention. Est-ce qu'une intention existe vraiment? C'est lié au langage. Si je dis une chose, je traduis ça devant moi par l'intention qui a été contenue dans la phrase. Mais ce n'est pas nécessaire qu'elle soit avant en moi. Je fais un exemple très beau. Je dis ce qu'elle dit. Dites, la porte est fermée. La porte est fermée. Et maintenant, dites-le avec intention. Ça montre que ça n'existe pas l'intention. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, dites-le avec intention. Mais parce que c'est lié toujours au langage. Et on projette les langages dans l'intériorité, on les traduit par une intention. Mais où est l'intention? Où est l'intention? Mais parce que la phrase, à mon sens, mais très modestement, dans la phrase la porte est fermée, l'intention est déjà là. Il n'y a pas besoin de dire la même chose avec intention. Mais non, il n'y a pas d'intention. Mais où est l'intention? Où? Ici dedans, dans la tête, dans le cœur, dans les foies, dans l'estomac. Où est-ce qu'elle est l'intention? Où est-ce qu'elle est placée? Oui, où est-ce qu'elle est placée? Dans les langages, c'est encore une fois une des ombres. Les langages projettent sur l'homme des ombres. On l'intériorise, on les transforme en psychologie. Je veux. L'intention, c'est je veux? Non, l'intention, c'est pas je veux. Oui, je veux peut être l'intention. L'intention, c'est j'ouvre la boîte aux lettres. C'est pas un souhait, en fait. Parce que ce que tu souhaites, tu l'as jamais. Est-ce que c'est vrai qu'on a l'intention? C'est une typique chose qu'on invente pour expliquer. Normalement, on fait des gestes. Tu ouvres la boîte aux lettres. Oui, voilà, on ouvre une boîte, on fait les gestes d'ouvrir la boîte. C'est pas vrai
qu'il y a d'abord. Ouais, Ça, c'est des psychologisations d'un geste. Ah. Alors, je prends ça. C'est pas vrai que j'ai d'abord l'intention de boire, après je fais ça. C'est ridicule, c'est pas comme ça qu'on fait. On boit et c'est tout. On n'a pas l'intention de boire. Mais on projette. Parce que dans l'intention, il y a effectivement dit comme ça déjà une impossibilité qui est C'est un incluse. concept purement linguistique. Il n'existe nulle part. Bah, comme beaucoup de choses, donc. Comme toutes les choses presque. Presque toute la psychologie. Voilà, mais, Pas tout. pour pouvoir spéculer des choses, on peut donc parce que si on réduit en fait nos possibilités de spéculer des choses, de les faire exister dans notre parlance, dans notre dans notre Non, mais il faut distinguer les choses qui ne sont qu'une projection des autres choses qui ont une certaine réalité.